Donc on a plusieurs approches possibles sur Vincent Van Gogh. On pourrait en fait avoir une approche de type, je dirais, uniquement picturale, donc classique. On peut avoir des approches psychologiques, sociologiques, des manières moins conventionnelles aussi. On pourrait avoir du cognitif, on en parlera. On va essayer de voir de manière sphérique Vincent Van Gogh, parce que la société a tendance à le restreindre, c'est-à-dire à considérer que c'est uniquement un personnage qui est peintre et qui est malade. D'accord? Donc ça c'est le schéma classique. Alors c'est assez intéressant de commencer par ces deux mots, comme ça en fait on va pouvoir les contrecarrer. Alors d'abord, est-ce que Vincent Van Gogh est un peintre? Eh bien, ça peut paraître surprenant de se poser cette question, c'est une question vraiment importante. Vincent Van Gogh lui-même dit qu'il n'est pas peintre. D'accord? Donc c'est dans sa correspondance. Je vais beaucoup utiliser sa correspondance avec son frère, Théo. Donc il y a une très belle correspondance pour ceux que ça intéresse, donc en 3 volumes. Il existe, on peut avoir donc l'ensemble de cette vision par rapport à ces deux personnages qui font considérer en réalité comme un duo. Ils vont beaucoup travailler ensemble en réalité. Vincent sans Théo serait inconnu et Théo sans Vincent serait inexistant. Donc si vous voulez, pour que vous compreniez ce que je veux dire par là, prenez un autre schéma mental analogue, prenez Socrate et Platon, prenez le Christ et Saint Paul. À partir du moment où l'un des deux n'écrit pas, et que l'autre écrit, et qui n'écrit quasiment exclusivement ce que l'autre qui n'écrit pas fait, il y a la création d'un dipôle asymétrique qui permet d'être connu au niveau de l'humanité et d'avoir un impact. Alors donc, Vincent Van Gogh dit lui-même qu'il n'est pas peintre, qu'il est sans arrêt en train de devenir, qu'il s'améliore. On le voit dans sa correspondance, il cherche des nouvelles techniques, il cherche à s'améliorer au niveau de la perspective, au niveau des huiles, il travaille un peu de pastel, il a fait du dessin de base, il utilise les grands maîtres, il travaille au niveau de la copie. Pour que vous voyez la différence, pour que vous n'essayiez pas de vous dire oui mais qu'est-ce qu'il veut nous dire par là, est-ce que Vincent Van Gogh finalement n'était pas peintre? En réalité les spécialistes considèrent que Vincent était plutôt un dessinateur. Alors vous allez me dire quelle est la différence entre peintre et dessinateur? C'est le trait. Le trait du dessinateur, on fait toujours les contours. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas arrêté. Mais je sais ça, je sais. On fait toujours les contours, et chez les peintres, on fait en fait ce qu'on appelle l'estompe. Donc ça s'efface, les couleurs s'effacent, et au fur et à mesure, on change de couleur. On a toujours cette impression qu'il n'y a pas eu vraiment de changement de phase. Pourtant, à un moment, on est dans du vert, et après, on est dans du rouge. Et dans les intermédiaires, même en complémentaire, on se demande par où on est passé. Alors, ce genre de considération, si vous voulez faire une différence avec Vinci, Vinci naît peintre. C'est différent. Léonard de Vinci ne devient pas peintre, il est peintre. C'est-à-dire que quand il va rentrer comme apprenti, tout de suite, il va être peintre, et d'ailleurs, en fait, son maître va s'arrêter de peindre. Avec les premières aides, vous vous rappelez, à cette époque, entre 1452 et 1519, on a toujours le peintre dans son atelier et ses assistants. En général, il peut faire des contours, indiquer les couleurs, et ensuite il y a du remplissage. Quand, pour la première fois, Léonard de Vinci va faire le petit ange sur le côté, avec ses cheveux bien bouclés, qui sont très caractéristiques, il ne fait que cet ange-là. Verreux considère qu'il y a déjà un maître chez lui. C'est pour ça d'ailleurs que Léonard de Vinci va partir. Vincent Van Gogh va aller dans plusieurs académies des beaux-arts, souvent gratuites, parce qu'il avait un problème financier, on en parlera plus tard.
mais c'est quelqu'un qui apprend, c'est-à-dire qu'il va apprendre, il va acheter des manuels. Donc pour ceux qui font de la peinture, parmi vous, s'il y en a, vous voyez bien, des fois on prend un manuel de débutant, donc il nous apprend les couleurs, on nous apprend un peu la chimie des couleurs aussi de base, donc des caractéristiques techniques. Il va le faire, Vincent, il va commencer comme ça. Vincent, donc, va devenir peintre, c'est ça le paradoxe, parce qu'il va être rejeté par la société dans tous les autres métiers qu'il fait. Je dirais souvent Vincent, parce que Vincent Van Gogh signe que Vincent, il ne signe jamais Van Gogh. Son idée, c'est qu'il se différencie de sa famille. Il considère d'ailleurs que sa véritable famille n'est que Théo, alors qu'ils sont 4 frères et sœurs. Il s'est différencié dans le sens où il pense que c'est plus humble de signer uniquement par son prénom et pas par le nom de la famille. Donc d'une certaine manière, dans le domaine de la peinture, Vincent Van Gogh n'est pas le fils du peintre. Il est, comme dirait Camus, le premier homme. C'est-à-dire qu'il y a Vincent, il n'y a rien avant Vincent, et il y a encore pire, il n'y a rien après Vincent. D'accord ? On n'a pas une continuation. Il est un peu comme une météorite dans l'art pictural. On a tendance à le classer dans les néo-impressionnistes, post-impressionnistes, même des fois impressionnistes. Des fois lui-même utilise ce nom. En réalité, il était là à cette époque. Il n'appartient pas vraiment à ce schéma, il dessine à sa façon. Même quand il copie d'une manière tellement Vincent Van Gogh qu'on a du mal des fois à repérer l'original. Donc, pas parce qu'il ne sait pas le faire, mais parce qu'il a vraiment une patte très singulière. On le verra aussi dans les huiles, j'en parlerai plus tard, mais c'est vraiment une caractéristique dans sa masse chromatique où on n'arrive pas à le classer de façon naturelle dans des impressionnistes, disons, classiques. Alors, donc, par rapport à ça, vous voyez, Vincent se définit lui-même comme un peintre en devenir. Pourquoi dessinateur? On a parlé du trait. Alors, vous remarquerez, on fera des études. Alors, je ferai défiler au fur et à mesure le diaporama. Alors, vous aurez des détails au niveau des traits qui vous permettront un peu de reconnaître son graphisme initial, donc suivant ses études. Alors, chez Vincent, on commence toujours par le dessin. Il ne peint pas directement, d'accord, comme les grands maîtres d'ailleurs. Maintenant, c'est un peu plus à la mode. En réalité, il faut bien se l'avouer, c'est un peu plus à la mode parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui peignent sans savoir dessiner. Un peu le paradoxe. Mais ils ont l'impression que sous la peinture et les mouvements du pinceau, on arrive tellement à atténuer les choses et les détails que finalement ce n'est pas très important de faire le dessin. En réalité, vous le savez bien quand vous allez dans des musées ou des fois quand on a des peintures non terminées, inachevées, qu'on voit très bien qu'on fait tout le tour et après on s'occupe du personnage principal qui représente la plus grande difficulté pour ne pas avoir des débordements et des erreurs techniques. Et ceci va être suivi par Vincent. Alors, il va avoir des difficultés. Alors, il a un coup de crayon qui est relativement naturel. Alors, au niveau de sa peinture, il a de la difficulté à peindre son crayon. Je m'explique. Au fur et à mesure qu'il peint, il a tendance à effacer le crayon. Donc, au moins, il le dit lui-même à son frère. Au fur et à mesure qu'il va évoluer, il va tendance à crayonner des fois à la peinture. C'est-à-dire qu'il va faire un pré-croquis, il les appelle lui-même des études plutôt, donc qui vont lui permettre de travailler directement sans effacer ce qui se passe. C'est pour ça que dans la série que vous voyez, vous aurez d'abord plutôt des dessins, gravures, fusains, et ensuite on va passer aux huiles avec des études et des détails. Maintenant, au niveau de la maladie. Alors, ça serait facile de dire que Vincent était malade. Il a été hospitalisé, donc il a les caractéristiques d'un malade de l'époque en tout cas.
En fait, quand on analyse sa personnalité, maintenant, avec les connaissances qu'on a, on sait en réalité qu'il s'agit du syndrome d'Asperger, qui est différent. Alors le syndrome d'Asperger, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin je pense que vous connaissez, mais je précise quand même, c'est en fait, quand vous avez une personne qui a des tendances autistes et qui est par ailleurs surdouée. Alors, au niveau de la définition, pour comprendre, surdoué, ça veut dire en fait un QI qui représente dans les 2%. J'essaie de vous remettre avec le contexte actuel, comme on mesure en psychométrie. Donc, d'une part, vous avez un individu qui est autour de 2% de la population, d'autre part, il a des tendances autistes. S'il était simplement dans la première catégorie, ce serait ce qu'on appelle un enfant surdoué. Comme il est en même temps avec les tendances autistes, on a un syndrome d'Asperger. Donc ce syndrome d'Asperger s'explique bien, on le voit bien en fait aussi bien dans sa correspondance que dans les détails cliniques, mais simplement à l'époque c'était totalement inconnu. Je vous rappelle que le premier test dans le domaine date de 1905 avec Binet. Donc on est en train de parler de quelque chose qui n'est pas connu. Alors, ça explique ses crises d'angoisse, ça explique en fait aussi son intelligence. On a tendance donc à parler de Vincent uniquement en tant que peintre. N'oubliez pas que Vincent, dès le départ, est un enfant surdoué. Il a une très grande maîtrise des langues. Il a traduit la Bible en plusieurs langues. Il n'a aucune difficulté à rentrer dans un nouveau milieu. Il a des études poussées au niveau théologique en autodidacte. Il ne respecte pas la hiérarchie, c'est pour ça qu'on ne l'a pas reconnu comme tel, mais il a fait partie du clergé au départ en tant que missionnaire. L'Église ne l'a pas accepté, il est devenu missionnaire. On le verra aussi pourquoi c'est important dans sa vie. Il est allé dans des mines de charbon donc très difficiles. Il a beaucoup travaillé au niveau des mineurs, au niveau de l'évangélisation, mais on va avoir une rupture avec l'Église à partir du moment où Vincent va dessiner. À partir du moment où Vincent va dessiner les mineurs. Alors, la recherche de Vincent au niveau des mineurs correspond à une tendance naturelle à l'époque. On va dessiner des gens simples, faisant des activités simples, un peu comme Millet, vous voyez, avec l'Angélus, etc. Donc on a un cadre, on connaît. Mais chez Vincent Van Gogh, ça va être systématique. C'est-à-dire qu'il va dessiner des ouvriers, il va dessiner des paysans, il va dessiner des mineurs, il va dessiner en réalité toute une catégorie de personnes qui sont incapables de se payer un portrait. C'est une grande rupture. Ce n'est pas simplement un élément du décor. Vincent Van Gogh décide de se rappeler de certains visages. Et ces visages appartiennent à des paysans, appartiennent en fait à des ouvriers, à des mineurs, des gens pauvres évidemment, qu'il va payer pour servir de modèle. Et on va voir cette distance devenir de plus en plus petite au niveau du modèle, entre le dialogue qui existe entre Vincent et le modèle. C'est-à-dire que les premiers modèles qu'on a de ces ouvriers sont toujours lointains. Ils sont des fois fondus dans le paysage. On voit 2 ou 3 ouvriers dans les champs, au niveau des paysans, les mineurs. Au fur et à mesure, on va avoir des gens qu'on va voir de près. On va avoir des scènes, comme les mangeurs de pommes de terre, et puis on va enfin avoir les portraits. Donc des portraits de très près, très expressifs. Vincent Van Gogh ne recherche pas le beau, il recherche le vrai. Et dans cette recherche du vrai, il acquiert du beau. Mais ce n'est pas son point de vue. C'est-à-dire qu'il ne va pas rechercher des ouvriers ou des ouvrières qui sont beaux. Il veut simplement ce qu'on appelle vraiment la patte de l'artiste qu'on connaissait déjà. Souvenez-vous, je vous rappelle, Léonard de Vinci utilisait justement homines formidabiles, c'est-à-dire des hommes affreux, grotesques,
Parce qu'il disait que pour apprendre à dessiner un détail chez une personne, si vous regardez tout cela, vous avez des caractéristiques normales. Vous n'êtes pas ni Quasimodo, ni quoi que ce soit. Mais ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'en dessinant Quasimodo, on arrive à dessiner des points particuliers de l'individu qui sont extrêmes. Et ensuite, on retrouve certains de ces détails chez les gens. C'est-à-dire que si vous regardez bien vos têtes, c'est toujours très intéressant dans le métro, pour nous les artistes, les yeux sont jamais très bien placés. Le nez peut être facilement tordu. Il n'est pas au centre du visage, il est un peu plus long. Les oreilles, je vais vous donner un exemple tout simple. Quand vous vous regardez dans la glace, on est tous beaux. Non? Non, mais c'est vrai, soyez sérieux, réfléchissez bien. Et en réalité, après, quand vous mettez des lunettes, dans votre vie, ça vous arrive, ça. Vous arrivez, et donc vous allez chez le spécialiste, il vous donne des lunettes, et vous les mettez, elles sont tordues. Alors vous dites, il faut les régler. En réalité, normalement, vous devez avoir une prise de conscience à ce moment-là, c'est que vos oreilles ne sont pas placées exactement à la même hauteur par rapport à votre nez. Parce que quand vous les voyez, vous avez déjà vu, en fait, dans ce type de magasin, des lunettes tordues, comme ça? Non, non. Alors en fait, vous dites, réglez-les. En réalité, tout le monde comprend qu'il s'agit de les régler sur vos défauts. Alors évidemment, ça ne vous fait pas de la peine parce que vous vous en foutez complètement, vu qu'on vous le présente de façon tellement diplomatique qu'on vous dit oui, elles ne sont pas encore réglées. Donc c'est les lunettes, c'est leur faute, quoi. Et en fait, c'est leur faute d'être trop symétriques. J'en vois une qui enlève ses lunettes maintenant, elle n'ose plus. Voilà. Mais. Non, d'accord. Alors, enfin, essayez maintenant de vous mettre dans la peau du spécialiste qui voit je ne sais pas combien de porteurs de lunettes qui sans arrêt lui disent elles ne sont pas réglées, alors que lui, il sait en tant que spécialiste que, évidemment, il faut qu'il aille visser, dévisser, faire plusieurs trucs. C'est ce que fait Vincent. Mais Vincent, il ne rectifie pas. Vous voyez, il ne rectifie pas. Ce qu'il voit, il le dessine, et donc en fait, la personne pourrait se voir. Alors c'est intéressant, à un moment, il est dans à Auvers, il est dans une auberge, et il dessine une petite fille, jeune à l'époque. Et cette petite fille finit par grandir, finit même par écrire ce qui lui est arrivé, qu'elle avait été peinte par Van Gogh. Et il dit, quand j'ai vu mon portrait, donc elle avait une quinzaine d'années, il n'était pas beau, son portrait. Bon. Et elle dit, après, avec le temps, quand j'ai grandi et que je suis devenue femme, je me suis rendu compte qu'il m'avait peint comme je deviendrais. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, maintenant, on peut utiliser ce genre de morphing. Vous vous rappelez ce genre de technique? On a par exemple un disparu, il a disparu à 11 ans, et on le recherche à 25 ans, et on a des techniques. Voilà. En fait, les peintres, les vrais peintres, les portraitistes, sont capables de voir vos caractéristiques, qui ne sont pas forcément des défauts, c'est ce qui vous caractérise, et de voir comment elles vont évoluer avec le temps. Voilà. Donc, Vincent Van Gogh, il a cette capacité. Et ça, c'est très important pour comprendre certains tableaux où, quand on les regarde pour la première fois, si on n'est pas un familier de Vincent Van Gogh, on trouve, soyons honnêtes, qu'ils sont moches. La première fois. Attention, on ne dit pas que le tableau est moche. Vous voyez comme on est hypocrite. En réalité, on pense que le tableau est moche, mais on dit le modèle est laid. Mais quand même, on dit il ne l'a pas arrangé. Donc il est manifestement laid. En réalité, Vincent l'accepte comme il est. C'est pour ça que c'est très bien aussi, on va le voir dans les autoportraits, puisque là on ne peut pas dire qu'il critique. Donc il fait son autoportrait, et vous allez voir, dans les autoportraits, on voit très bien quand il n'est pas bien, quand il est malade, quand c'est le soir, quand il est gai, on voit très bien. Alors que s'il faisait un autoportrait à la manière classique d'avant, on aurait l'impression, en réalité, qu'il est toujours beau, puisqu'on effaçait. Donc, c'est très important, pour ceux qui s'occupent de la mémoire, de se rendre compte que Vincent Van Gogh n'efface pas.
Il ne corrige pas, il n'efface pas. Alors on verra ensuite des détails, je vous montrerai. Ne pas effacer, c'est très dur. Ne pas effacer, c'est très dur. Je vais vous donner un exemple dans un autre domaine. Léonard de Vinci, quand il dessine, si vous aviez les pieds qui sont dans l'eau, vos pieds sont brisés, vous savez bien, on a un effet optique. Les gens de l'époque de Léonard de Vinci dessinent tous les pieds droits, comme s'il n'y avait pas d'eau. Alors essayez de vous rappeler, même surtout le Christ, le baptême, si vous voyez des pieds très droits, enfin normaux disons, et par ailleurs il y a de l'eau autour, s'ils ne sont pas déformés, vous êtes sûr que ce n'est pas Vinci. C'est impossible. Parce que Vinci dessine ce qu'on voit, c'est-à-dire la nature. Il considère en fait que c'est une trahison, parce qu'il considère que le seul maître c'est la nature. Sans se rendre compte, en réalité, Vincent Van Gogh faisait la même chose. C'est-à-dire qu'il ne corrige pas, il ne transforme pas, il voit, mais il interprète. C'est quand même un artiste, hein. C'est pas simplement de la transcription, c'est vraiment une interprétation. Donc dans son interprétation, c'est important, vous vous rappelez ce que je vous disais par rapport à ses caractéristiques cognitives. Vincent, il a un peu un décalage au niveau des couleurs, c'est-à-dire qu'il est plus dans la tonalité des verts quand il voit du bleu. Je m'explique, c'est-à-dire que quand vous voyez vous un ciel bleu, et vous dites c'est bleu, chez Vincent il serait déjà turquoise. Si vous dites qu'il tend vers le vert, chez Vincent il serait déjà vert. C'est un peu décalé, d'accord? C'est au niveau du spectre. Alors ça on peut le reconnaître, parce que vous allez me dire, mais comment on peut savoir ce genre de détails? Hein? Vous posez la question quand même là. Non, vous ne posez pas la question, vous posez la question. La question c'est simple, il suffit de lire. Il suffit de lire ce qu'il écrit. C'est-à-dire que quand il écrit ses couleurs et qu'on voit ce qu'il dessine, c'est pas la même chose. Alors que lui, il écrit ses couleurs. Donc il vous dit par exemple, j'ai lu du bleu de Prusse. Donc on voit bien que c'est du bleu de Prusse. Donc il peut reconnaître en fait les couleurs fonctionnelles. Mais quand on fait des mélanges de couleurs, où là on fabrique ses propres couleurs, là ça commence à changer. Alors c'est important aussi de voir sa palette. Donc il a une palette relativement classique. Donc, il va utiliser du bleu phthalo, le truc de base, du bleu de Prusse, cobalt, le blanc d'argent. Pour ceux qui utilisent maintenant des peintures, on a très peu de blanc d'argent, c'est très rare et c'est surtout c'est très cher. Alors, on a souvent en fait du blanc titane, du blanc zinc, on a aussi du blanc zinc tonalité argent. Alors, quel est l'intérêt? D'abord, on a la texture, c'est pas la même. C'est différent à la pâte. N'oubliez pas que Vincent utilise beaucoup de couleurs. Donc la pâte, ça se ressent au niveau du pinceau. Le zinc ou le titane, vous voyez des nuances, on voit même des nuances au niveau de la couleur. Ce n'est pas vraiment des blancs identiques. Et quand vous avez en fait du zinc tonalité argent, en réalité vous avez deux pigments à l'intérieur. Hein. Vous vous rappelez, quand vous regardez vos tubes, c'est les PW1 et 3. Alors c'est important de voir ça parce qu'il faut bien se rendre compte, Pissarro, qui est un des amis donc, de Vincent, est un des premiers à l'époque à peindre avec des tubes. Parce que tout ce que je vous dis là, c'est très caractéristique. Nous, on peut parler de façon très précise. C'est-à-dire que si je vous dis 551, si c'est du Van Gogh, vous savez exactement quel numéro c'est, vous savez exactement si c'est du cobalt ou du cobalt tendance outre-mer. Bon, mais à l'époque, souvenez-vous, en fait, on fabrique tout. D'ailleurs, il le dit souvent qu'il avait des difficultés pour fabriquer ses couleurs, surtout quand c'était en plein air. Vous pouvez imaginer. Alors, pour vous donner un exemple par rapport à ça, par rapport au plein air, et vous vous rendre compte de la nature de Vincent. À un moment, il écrit à son frère, et il dit, il y avait tellement de mistral que j'avais du mal à fixer mon chevalet, et malheureusement, à un moment, ça a soufflé, et il y a même eu du sable sur la toile. Alors, il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Et finalement, il a décidé que c'était une sorte de cadeau de la nature, et il a laissé le sable sur la toile. Donc en fait, on a une toile sablée. Alors en fait, un autre peintre, disons plus classique, l'aurait jetée en disant qu'elle a été abîmée.
Donc ça, je vous le dis, pour ceux qui font des essais, des fois ils se trompent un peu, ils disent allez, je jette. Réfléchissez, ça peut rester. Alors, pour ça, pour dire qu'il respecte le contexte. Par rapport à sa vision des choses, il faut vous rendre compte que Vincent marche des fois plus de 15 bornes pour trouver un endroit en portant une vingtaine de kilos. Alors c'est encore pareil, d'abord on le sait dans sa correspondance, et en fait Vincent l'a peint même. On voit à un moment, je ne sais pas si vous vous en rappelez certains, on voit le peintre en train de porter son chevalet, ses peintures, son chapeau de paille, c'est exactement Vincent. Alors c'est assez intéressant pour voir un peu son approche. Il est capable donc de parcourir 15 km pour aller voir un endroit que personne ne regarde. Et pour offrir cet endroit. Et considérer que cet endroit, maintenant, ça appartient à l'humanité parce que c'est devenu un tableau de Vincent Van Gogh. C'est très important ça, parce que si vous faites un peu de peinture, on aime bien la facilité. On est dans son atelier, tout est prêt. Si on veut faire une vue, on va en voiture, pas très loin, on installe tout, on ne bouge pas beaucoup. C'est des endroits que les gens ont déjà fait. Ah oui. Si vous voulez voir l'aspect extrême, pour vous rendre compte combien on peut être ridicule par rapport à Vincent, c'est exactement ce que font les Américains par rapport aux Français. C'est-à-dire que les Américains, ils vous disent à quel endroit il faut prendre la photo. Parce qu'il y a eu plusieurs personnes, vous allez aux chutes du Niagara, ils vous disent take a picture. Vous avez exactement l'endroit où il faut prendre la photo. On vous dit n'allez pas à droite ou à gauche, c'est là. Parce qu'en fait, plein de personnes ont fait les photos et ils savent que c'est le meilleur angle. Le problème, c'est que pour un photographe, ce meilleur angle est sans intérêt, puisqu'il a été simplement reproduit des milliers de fois. L'idée de Vincent Van Gogh, c'est de trouver quelque chose de neuf. Et neuf, pas simplement neuf pour neuf, c'est-à-dire pas l'art pour l'art, parce qu'on a eu cette période après, bien après Vincent. C'est le neuf pour s'en souvenir. Ou plutôt, c'est pire, pour ne pas oublier. Parce que c'est actif. Le souvenir, c'est passif. Ou c'est une touche de quelque chose, non? Mais vous avez du mal à dire que vous oubliez rien. Bon. Et c'est pareil. C'est difficile. C'est difficile, mais c'est comme ça. La vie de Vincent était difficile. Il a beaucoup recherché la compagnie des femmes. Ça n'a vraiment pas marché, jamais. Ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas les peindre. Peut-être qu'il savait les peindre aussi parce qu'il les avait recherchés. C'est pas quelqu'un qui ne les recherchait pas. Il voulait avoir une vie de famille, il aurait voulu. Il a fait beaucoup de portraits d'enfants, de petits-enfants, de bébés. C'est pas arrivé. Il en était malheureux, il écrivait. Il a eu Sienne, il est resté assez longtemps avec elle. On a des portraits aussi d'elle. Pareil. On a aussi des personnages féminins qui réapparaissent. Ça c'est intéressant. Donc, par exemple, dans Les Mangeurs de pommes de terre, on a un personnage féminin qu'on voit de face. On l'a aussi en version portrait. C'est le même. C'est pas un agrandissement. C'est pas une étude. C'est qu'il a considéré que ce personnage, qui n'est pas très beau en réalité, avec les canons ni de l'époque ni de ce jour, mais qui est vraiment caractéristique, un visage très plat, très écarté au niveau des pommettes, les yeux tendres, un peu difformes au niveau du décalage, mais on sent au moment où Vincent peint un portrait qui communique avec son modèle. Et le plus important encore, c'est que le modèle communique avec Vincent. Chez très peu de portraitistes, le modèle communique avec le peintre. Parce qu'en fait, le peintre, il est dans un cadre totalement institutionnel, bien avant, professionnel pour après, et ensuite de rendement pour maintenant. Vincent, quand il peint, il décide de perdre son temps. C'est très fort, ça. Ce qui vous caractérise dans la vie, ce n'est pas les gestes que vous faites pour gagner du temps, c'est les gestes que vous faites pour perdre du temps.
Alors je sais que ça peut vous surprendre un peu comme ça, mais prenez-le à l'envers. S'il y a un problème dans votre maison et vous êtes obligé de faire intervenir la police, la première chose que regarde la police, c'est vos poubelles. Vos poubelles vous caractérisent. Parce qu'on sait ce que vous mangez. On sait comment vous jetez les choses. On sait ce que vous jetez. Et par conséquent aussi, on sait ce que vous ne jetez pas et ce que vous ne mangez pas. Ça fait beaucoup de caractéristiques. Hein. Essayez de réfléchir un peu rapidement à tout ce que vous jetez et ce que vous ne jetez pas. Vous allez voir que vous arrivez rapidement à vous différencier parce que vous oubliez quelque chose qui vous caractérise, c'est que vous n'êtes pas présent. Donc, quels sont les stigmates de la présence dans l'absence? C'est la perte de temps. C'est là où vous avez perdu du temps. Par exemple, quand vous voyez chez quelqu'un qu'il a peint des tableaux, c'est facile de compter combien de temps il a perdu. Vous faites une durée moyenne par tableau et vous vous dites, alors celui-là, il a vraiment perdu du temps. Sauf s'il est artisan, là il n'en perd pas. Vous voyez la différence entre l'artiste et l'artisan? L'artisan ne perd pas de temps. Il est simplement dans le cadre du rendement. Il est obligé de refaire la même chose. On peut lui demander 50 fois le même tableau. Vincent, on lui a demandé des fois de dessiner le même tableau, c'est jamais vraiment le même. C'est un autre tableau qui est sur le même thème. Il ressemble un peu, mais en fait il a sa particularité. C'est intéressant de voir les différentes versions chez Vincent. Donc par exemple, dans les mangeurs de pommes de terre que j'ai utilisé comme exemple tout à l'heure, on a au moins 3 versions. 3 versions, les vraies versions. Je ne parle pas des études, ni des croquis. Donc on a des versions chez Vincent, même chez ceux qui copient. Il va copier par exemple Delacroix. Vincent, quand il aime, il copie. C'est simple. N'oubliez pas que le mimétisme, la copie, c'est en réalité la première étape de l'admiration. Donc Vincent, il aime Delacroix, il copie Delacroix. Mais il ne dit pas, enfin je veux dire, parce qu'attention, parce qu'à notre époque maintenant, tout est connoté, il ne copie pas de façon frauduleuse. Mais il copie à sa manière. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde sait, quand on voit par exemple la piété, que c'est à partir d'une lithographie de Delacroix, mais on sait tout de suite que c'est Vincent, ça ne peut pas être Delacroix. Delacroix ne dessine pas du tout comme ça. Alors, il s'intéresse beaucoup à Delacroix parce qu'il admire aussi sa rapidité d'exécution. Pas au niveau de sa théorie de la couleur, il utilise la même théorie de la couleur, celle de Delacroix et aussi celle de Goethe. En réalité, c'est celle qu'il a appris dans les manuels de base, donc avec différents manuels de base qui utilisent en réalité la même théorie. N'oubliez pas que normalement, la théorie de la couleur, c'est la théorie de Newton au niveau physique, mais au niveau de la peinture, on utilise souvent la théorie de Goethe, qui est plus pertinente pour les choix des chromatismes. Un autre personnage qui l'a influencé, donc, c'était Monticelli, donc un peintre français de Marseille. Relativement récemment, on a eu une exposition comparative, c'est-à-dire qu'à Marseille, on avait mis des tableaux de Monticelli et des tableaux de Vincent van Gogh, où on pouvait voir comment l'un avait influencé l'autre, et pas vice-versa, ça n'allait que dans un sens. Vincent était très proche de lui, alors qu'est-ce qu'il a appris de Monticelli? Le traitement des brins, beaucoup de brins, énormément de brins, quasiment unis, avec une texture très travaillée, et ensuite des couleurs pures, vives, sur le bras. Et ça, Vincent ne le faisait pas avant Monticelli. C'est en voyant Monticelli qu'il a commencé à le faire. Donc c'est important d'avoir des points de repère comme ça. On voit aussi justement au niveau de son chromatisme, quand il prend des couleurs, qu'il va travailler au niveau de ses manuels sur la complémentarité, ensuite ça va devenir systématique. Donc Vincent apprend, il accepte parce qu'il considère que c'est un élève, c'est un disciple de la peinture. Je vous l'ai dit au début, il n'est pas né peintre, il devient peintre. Ça c'est très important de s'en souvenir.
Non seulement pour comprendre Vincent, mais je pense aussi pour comprendre des fois des enfants qui dessinent. On voudrait qu'ils dessinent d'une certaine manière, et obstinément ils dessinent d'une autre manière. Et en réalité, dans le domaine de la peinture, nous, ce qu'on voit quand on travaille aussi avec des enfants, c'est si vous saviez comme c'est rare d'avoir des enfants qui dessinent d'une certaine manière, ce serait quand même bien de ne pas les bousiller en leur apprenant, soi-disant, la manière qu'il faut, orthodoxe. Parce qu'en réalité, on en fait des piètres dessinateurs, peintres, mais en tout cas, ils ne feront jamais rien de spécial, alors que si on les laisse avec leur manière, ils pourront peut-être faire quelque chose qui constituera un apport dans le domaine. Donc, Vincent est dans ce cadre-là très clair. Alors pourquoi aussi il admire facilement? Donc dans sa vie, son travail, vous vous rappelez, il travaillait au niveau du papier, dans le cadre de l'entreprise de son père, et puis ensuite il vendait aussi des livres, et il était habitué au fait au travail du livre. Alors je sais qu'on a un libraire aussi. C'est important aussi, parce que par exemple libraire, ça ne veut pas dire qu'il est écrivain. Ça ne veut pas dire non plus qu'il sait mieux lire que les autres. Mais ça forme le regard. Et en fait, c'est ce qui caractérise Vincent. Son regard a été formé par les tableaux de grands maîtres. C'est-à-dire qu'il vendait des beaux livres. Donc les beaux livres, il récupérait en fait les grands maîtres. Et il trouvait que c'était ça, peindre. Donc lui, ne payant pas, voyant ça, il disait, moi je ne suis pas peintre. Et quand il a commencé à peindre, comme il s'est rendu compte que ça n'a rien à voir avec ce qu'il voyait, il s'est dit, je voudrais, si je pouvais, devenir un jour peintre. Alors c'est intéressant parce qu'on pourrait se poser la question jusqu'au bout, c'est est-ce qu'à un moment il considère qu'il l'est devenu? C'est possible, mais c'est vraiment vers la fin. Peut-être juste avant son séjour en l'asile de Saint-Rémy, là il commence à être reconnu, il est dans des galeries, mais au fond de lui-même, Vincent pense que il est simplement reconnu comme les gens de son époque, lesquels il ne considère pas forcément qu'ils sont peintres. Ne pensez pas que ce soit un jugement dur. En réalité, c'est un jugement très personnel. Pour lui, la comparaison, c'est avec les grands que ça se fait. Ça ne se fait pas avec les gens qui sont de son époque. Les gens qui sont de l'époque peuvent faire différentes choses et considérer que ce sont des peintres. Mais la différence chez Vincent, c'est qu'il cherche quand même une qualité systématique. Il va travailler dans la quantité, mais toujours pour la qualité. Il faut bien se rendre compte, parce que des fois on ne se rend pas bien compte des nombres. Bon, quand je vous dis par exemple que Vincent, il est mort à 37 ans, ça vous dit pas grand-chose. Bon. Mais en fait, Vincent ne peint pas à partir de l'âge 0. Donc il n'a pas 35 ans. Il a une dizaine d'années de peinture. Bon. Pour plus de 890 tableaux. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça. Je vous parle des tableaux, je ne parle même pas des croquis. 890 tableaux, donc vous vous rappelez, hein, vous voyez ce que ça fait par an. Et vous vous rappelez, j'espère qu'une année, en fait, ça a 52 semaines. Vous voyez? Ça, je ne sais pas, en fait, si les gens réalisent. C'est-à-dire qu'il avait une capacité de travail, quand il va aller à Auvers vers la fin de sa vie, il va quasiment dessiner 83 peintures en 2 mois. Bon, mais par ailleurs, c'est seulement un peintre. Bon, ça me rappelle les commentaires qu'on fait des fois sur Picasso. C'est-à-dire qu'on a des fois des enfants qui dessinent pas bien, on dit tiens, il dessine comme Picasso. Bon, ça ne fait que prouver en fait notre incompétence à juger Picasso. Alors je vais vous donner un exemple pour que, au moins, vous le sachiez. Picasso était capable
de dessiner par exemple le portrait. Imaginons que je sois Picasso. Je dessine le portrait de madame de manière à ce qu'elle le voit pendant que je le dessine. Mais moi, je le dessine à l'envers, pour moi. Vous le voyez comme si vous regardiez le miroir. Et vous regardez votre portrait en train de se faire. Donc le haut de votre tête est ici. Le bas de votre tête est ici. Picasso peut faire ça. Je ne sais pas, essayez de faire ça chez vous, comme ça pour vous amuser. Vous faites juste un ovale, et vous faites 2 ronds. Là où il y a les yeux, un trait. Vous allez vous rendre compte que vous allez déjà commencer à réfléchir si vous faites le trait comme ça ou vous faites le trait comme ça. Pour un trait, hein. Bon. Alors Picasso faisait tout le portrait comme ça. Quand on voit toute l'évolution de Picasso, dire simplement maintenant que pour un enfant qui dessine, qui fait des tâches, qu'il dessine comme Picasso, c'est quand même soit ne pas connaître le cubisme, d'accord, mais c'est en fait tout simplement ne pas connaître toute l'évolution de Picasso. Donc Picasso, c'est aussi un autre exemple de quelqu'un qui est né peintre. Hein? Picasso ne devient pas peintre. Il est peintre. Il pourrait dessiner n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle vitesse. Ça, on l'a vu toute sa vie, toute sa durée. Donc, ne comparez pas, c'est pas un problème de critique, hein, on ne veut pas faire des comparaisons, mais Vincent, il est différent. Alors pourquoi c'est si différent? Parce que Vincent ne peint pas pour peindre. Picasso peint pour peindre. Parce que Picasso, il a une main, dès que ça touche un pinceau, il peut faire ce qu'il veut. Vincent, il n'essaie pas de faire ça. Vincent, en fait, il essaie de travailler sur l'homme. Le nœud central de la pensée de Van Gogh, c'est l'homme, pas la peinture. La peinture, chez Vincent Van Gogh, c'est une façon d'exprimer son intérêt pour l'homme. Vincent est profondément altruiste. Donc il s'intéresse toujours à l'autre. S'il dessine l'autre, c'est pour faire son portrait, pour avoir une image de l'autre, pour le sauvegarder, pour ne pas l'oublier. Il ne dessine pas parce qu'il trouve que c'est bien de le dessiner. C'est pour cette raison aussi qu'il fait la même chose avec les arbres. Vincent disait, et il écrivait, qu'il faut dessiner les fleurs comme si c'était des humains. C'est difficile. Essayez de prendre, il y a aussi beaucoup de femmes ici, donc, essayez de réfléchir quand on vous offre un bouquet. Combien de fois ça vous est arrivé de donner des caractéristiques à chacune des fleurs? Vincent, il aurait pris un bouquet, il aurait dit, voilà, cette fleur, elle est un peu triste. Celle-là, elle est gaie. Celle-ci, elle est souriante. Celle-là, elle est pensive. Quand vous reprendrez un bouquet, mesdames, sans le dire messieurs, essayez de faire ça. Mais quel sera votre problème? C'est qu'en général, votre monsieur, il aura acheté ça chez quelqu'un qui est professionnel et qui connaît ce que dit Vincent, mais de façon monomaniaque. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous donner des fleurs qui font triste. Il va vous donner des fleurs qui font gai, qui sont toutes du même type. Des roses toutes fraîches, même si elles sont congelées, mais elles sont toutes fraîches. En fait, elles sont belles, mais de la même façon. Donc, finalement, celui qui vous les vend, en réalité, il fait du clonage. C'est la même. Et si vous saviez à quel point c'est vrai ce que je dis, si vous savez par exemple que pour les rosiers, ça vient quasiment tout de la même rose, et qu'en réalité c'est simplement des variantes de la même rose que vous voyez, et là vous allez vous rendre compte pourquoi Vincent donne tellement d'importance aussi à des bouquets sauvages. Donc il va dessiner des bouquets sauvages. Et ça c'est très important parce que c'est lui qui va faire l'assemblage. L'assemblage, c'est pour ceux qui, comme il y en a parmi vous qui s'y connaissent quand même en matière de vin, l'assemblage, c'est ça, le vin. C'est pas simplement la variété. La variété, tout le monde sait faire. Tout le monde sait planter une vigne. Mais assembler, vous vous rappelez,
Le Châteauneuf du Pape, c'est 13 variétés. Bon. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Cet assemblage, il est très Vincent. Quand on voit ces fleurs, quand on voit comment il les dispose, comment il les choisit, vous allez voir, en fait, c'est exactement comme il fait pour la scène des mangeurs de pommes de terre, où on a différents personnages qui ont chacun un rôle. Les fleurs ne sont pas toutes identiques. Si elles sont penchées, elles seront dessinées penchées. Si elles sont brisées, pareil. Si ce n'est pas le cas, il ne le fera pas. Et c'est pour ça, en fait, si vous vous souvenez bien, maintenant, réfléchissez au tournesol. Vous connaissez quel tournesol? Ceux où il y a 14 tournesols? Ceux où le trait horizontal au niveau du vase est brisé? Ceux où il y a une coloration un peu bleue? De quel tournesol vous parlez? Vous êtes tous au courant que, évidemment, les tournesols, c'est très bien, c'est très beau, c'est Vincent. Mais en réalité, il a fait beaucoup de tournesols. Il a fait beaucoup de tournesols, et je pense que ce qu'il aimait bien aussi dans les tournesols, c'est que justement, les tournesols, ça tourne. Et donc finalement, ça se comporte. Ça donne un retour. On sait comment la plante vit. D'autres, c'est beaucoup plus vague et moins net. Chez le tournesol, c'est très clair. Le tournesol, c'est très important aussi dans la pensée de Vincent, que c'est une référence par rapport au soleil. Vincent est très solaire. Hein. On le voit quand il va faire son séjour dans le Midi. Alors, son séjour dans le Midi, la France, soyons honnêtes et soyons clairs. Au départ, ce n'est pas parce qu'il aime la France. On ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. Bon. On lui dit que c'est bien. Bon, alors il va voir. Mais en réalité, avant d'aller voir, il faudrait savoir pourquoi il part. C'est là où il est, il fait trop froid à l'hiver. Tout simplement. Il ne peut pas dessiner l'hiver. Et vous allez remarquer, chez Vincent, c'est très caractéristique, on sait tout de suite les saisons. Ça, c'est très fort. Pourquoi? Des fois, on a du mal à savoir quelle année il a fait, mais on sait toujours la saison. C'est-à-dire que si c'est l'automne, on sait comment sont les feuilles. S'il pleut, il pleuvra. S'il fait beau, s'il y a du soleil, si c'est le printemps, tout ça on sait. Par contre, l'année, on ne sait pas bien. Donc vous voyez, ce qui est vraiment dominant, c'est les saisons. Donc c'est vraiment un peintre de la nature. Ce n'est pas un peintre du temps. Et ça, c'est important à retenir. Pourquoi? Parce que chez certains peintres, ils sont tellement influencés par l'aspect social et les effets de mode qu'ils dessinent à la manière de. Alors finalement, à la fin, ils finissent par dessiner comme ils font. Mais en réalité, on sait exactement comment ils évoluent. Alors que chez Vincent, ça semble diachronique. Son évolution, c'est une véritable évolution technique. Mais au niveau... vous voyez, il va dessiner à un moment les Aliscamps. Donc, Gauguin a dessiné le même endroit. Quand vous regardez Gauguin, vous ne savez pas quelle époque c'est. Quand vous regardez Vincent, vous savez exactement que c'est l'automne. Il y a des feuilles jaunes qui tombent. C'est aussi simple que ça. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une transcription réelle du temps. Alors, Vincent s'oppose justement à d'autres peintres qui sont plus conventionnels, entre guillemets. Alors, c'est assez drôle de le dire comme ça, parce qu'en réalité, ils peignent de manière maniérée, pour dire qu'en fait, ils appartiennent à une école, et en fin de compte, ils ne peignent plus comme la nature. Vincent, il peint directement comme la nature. Et là, finalement, on voit son caractère direct. Donc, il n'est pas entravé par sa technicité, tout simplement pourquoi? Devinez pourquoi? Parce qu'il n'a pas de technicité. Ce n'est pas un technicien, Vincent. Vincent, c'est quelqu'un qui prend nettement, qui a des fois du mal à contrôler son pinceau, qui part un peu de travers, il le récupère, on le voit sur la toile. Quand c'est tendu, on le voit aussi. Quand il manque de toile, on a même une toile, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a même une toile où en réalité c'est un chiffon d'hôtel. Oui, pour les dames, Vous vous rappelez ces chiffons qui sont blancs avec ces bandes rouges? Eh bien, on a un tableau, quand vous le regardez à l'envers, vous voyez les deux bandes rouges. En fait, il n'avait plus de toile. Et donc,
il a utilisé cette matière. Donc il travaille évidemment beaucoup sur le lin. Alors vous allez me dire, pourquoi l'huile? C'est drôle quand même, non? Ceux qui peignent un peu, vous savez très bien que l'huile c'est le plus difficile. Bon. En réalité, c'est ce qui permet de travailler et de retravailler. Donc ça pour Vincent c'est important. Il travaille en temps réel et il n'a pas cette rapidité d'exécution qui est nécessitée par exemple par l'acrylique. Bon, il n'est pas très aquarelle. Quand il fait des aquarelles, c'est plutôt des études préparatoires. Sauf à Auvers, on a des aquarelles avec du bleu. Des fois, c'est des textures, c'est des peintures mixtes. Je pense en fait qu'il est très attiré aussi par l'huile à cause de l'épaisseur que permet l'huile. Si vous réfléchissez bien, en réalité, on pourrait considérer que la peinture de Vincent, c'est l'intermédiaire entre la peinture lisse et la sculpture. On a envie de toucher les tableaux de Vincent. Hein? Avouez-le maintenant, qu'il n'y a personne. Moi, je l'avoue ouvertement. Quand on voit certains de ces tableaux dans les musées, on se dit quand même, il en a mis un là. Parce qu'on a l'impression presque que c'est de la spatule. Là-bas, vous avez, enfin ça c'est une étude au pastel, vous voyez derrière vous. Ça c'est un tableau qui est à l'huile, mais je vous le prends comme exemple. Pourquoi? Quand c'est fini à l'huile, il va repasser au noir le contour. Alors que chez un peintre, disons classique, on éviterait de faire ça. Cette façon de peindre au noir, au contour, attention, ce n'est pas comme un dessinateur, par exemple de bande dessinée, où on ne fait que du noir et blanc, et ensuite on fait l'ancrage. Là, c'est le contraire. Donc, si vous vous rendez bien compte de cette approche-là, vous allez comprendre en fait qu'il donne une priorité à la couleur. C'est-à-dire que tout est un travail de couleur, on a un jeu de couleurs, on n'a aucun vrai bord, et une fois qu'il a quasiment fini, avec toutes les erreurs, les détails que ça peut comporter, il va venir effacer et reclarifier les contours et les fonds en remplaçant donc, du noir, des fois c'est sépia, hein, c'est assez noir, mais en fait on comprend bien pourquoi il prend du noir d'ivoire et pas sépia, parce que sépia des fois ça change sa couleur, le noir reste noir, quand on en met beaucoup bien sûr. Mais on n'a pas ce changement de chromatisme sur les effets de bord. Alors il faut bien imaginer, hein, c'est que quand vous êtes en peinture à l'huile, si vous êtes à plat, si vous appuyez avec votre pinceau, ça s'ouvre comme ça. Hein? Imaginez votre pinceau vide, donc sans peinture, et vous faites ça, ça se découpe, ça s'ouvre comme ça. Vincent va beaucoup utiliser ça, cette technique, et il va appuyer dessus au noir. Donc on le voit bien sur les effets de bord, parce que moi ce que je voudrais, après l'ensemble de cette conférence, c'est simplement que vous passiez du temps devant un tableau. Si ça pouvait passer comme message. Alors je vais être affreux, vous allez voir pourquoi. Je vais vous faire réfléchir sur le temps. Alors imaginons par exemple que vous ayez une exposition de Vincent où il y a 40 tableaux. Bon. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir combien de temps vous restez devant un tableau? Alors c'est simple, regardez, écoutez bien, c'est affreux maintenant. Imaginons que vous avez décidé de rester 1 minute devant chaque tableau. Ça fait 40, 50, tout de suite. Bon, alors imaginons que vous ayez 2 minutes. Allez, 80 minutes. Bon, vous allez me dire, si je vous le dis comme ça, c'est vraiment affreux. Hein? Vous dites quand même, je ne reste pas seulement 1 minute devant un tableau. Mais essayez de réfléchir à quel moment vous êtes rentré, à quel moment vous êtes sorti. Et là, vous allez vous rendre compte qu'1 minute, des fois, c'est vraiment beaucoup. Et c'est ça le terrible. Parce que si vous réfléchissez bien, vous avez un bonhomme qui marche pendant 15 bornes, qui lève 20 kilos pour faire un tableau, et vous, qui vraiment lui accordez de la grandeur en disant que c'est quand même un des plus grands peintres au monde, vous restez même pas 1 minute devant le tableau. C'est magnifique quand même comme don, ce que vous faites. Alors heureusement, le musée le sait, il vous fait payer. Mais c'est dit, étant donné qu'il ne va pas rester, au moins il aura payé. Mais si vous deviez payer à la seconde où vous restez devant,
D'accord? En décroissant. C'est-à-dire que si vous restez plus longtemps, on vous fait payer moins cher. J'essaie de vous dire toutes ces choses affreuses pour vous dire, si vous saviez combien de fois vous le faites. Et moi, ce que j'essaie toujours d'imaginer quand on est dans un musée, c'est d'imaginer que le peintre est à côté. Alors, par exemple, on sait qu'il y a des tableaux, manifestement, Vincent dit, celui-là de tableau, il a souffert, il l'a refait, ça ne marchait pas, c'était pas bon. Et puis finalement, il est arrivé. D'accord? Et là, vous voyez votre personne devant le tableau, et vous passez les 40 secondes devant. Vous dites pas mal. Allez, suivant. Vous voyez, ça vous fait même pas de la peine, parce que vous ne savez même pas qu'en fait, il a eu de la peine pour le faire. Vous dites, en fait, c'est simplement un tableau. J'essaie pas de vous culpabiliser. J'essaie simplement de vous rappeler que Vincent ne dessine pas pour dessiner, il dessine pour les hommes. Donc ce serait bien que les hommes le sachent. Parce qu'il y a beaucoup de peintres qui dessinent juste pour peindre. Cela, c'est pas grave si vous restez seulement 40 secondes. De toute façon, le dessin suivant, il fera la même chose. Et ils s'en foutent de vous. Ce qui compte, c'est qu'il peigne. C'est une nécessité personnelle. Chez Vincent, la nécessité, c'est de transcrire l'autre. C'est de dire, de prendre une femme, une paysanne, et de dire, elle, je ne veux pas qu'on l'oublie. Et il va rester, il va poser son chevalet, il va perdre son temps pour faire ce portrait, et après, décider que ce portrait-là, grâce à ce qu'il a fait, appartiendrait désormais à l'humanité. J'essaie de vous dire simplement que c'est très noble comme point de vue, c'est très rare. On l'a pas, je veux dire, tous les gens qui sont peintres ne sont pas des Van Gogh, mais pas au niveau de la qualité, au niveau de la personnalité. Ils n'ont pas du tout ça. On a beaucoup de... C'est pareil en musique, hein, ne le prenez pas mal. Il y a des musiciens qui jouent, mais je veux dire, ils seraient plombiers, ils feraient pareil. Simplement, ils jouent avec un instrument. Il s'avère qu'ils sont allés dans une école, dans un conservatoire, on les a fait jouer. Mais ils continuent à jouer comme des plombiers. C'est pas parce que c'est un instrument qui ne ressemble pas à de la plomberie que ce n'est pas de la plomberie, c'est du même genre. Mais même chez les plombiers, vous pouvez avoir des artistes et des artisans. Bon, donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que chez Vincent, la notion du temps est très importante, elle est reliée à la mémoire. Donc, il n'y a qu'une chose qui va avec la mémoire, c'est la lenteur. Ce qui va avec la vitesse, c'est l'oubli. Voilà. Essayons de voir. Imaginez que vous soyez dans le café de nuit. Bon, tout à l'heure j'ai fait l'affreux, maintenant je vais faire l'horrible. Maintenant je vais vous poser des questions. Parce que normalement vous connaissez tous Van Gogh. Donc évidemment le café de nuit, vous l'avez vu plusieurs fois, vous savez bien ce qui se passe dans le café de nuit. Alors qu'est-ce qui se passe dans le café de nuit? Vous voyez, parce que attention, hein, nous en plus on est français. Donc on doit quand même être relativement fiers. Pas parce qu'on est français, mais parce que Vincent a peint en France. Il a reconnu les qualités de cette couleur, surtout dans le sud. Alors là, vous êtes 2 fois coupable, vous, au moins. Et ensuite, il est revenu dans le nord en colorant le nord à la façon du sud. Hein, c'est ce qu'il fait à Auvers. Il va le décider. C'est-à-dire qu'il va écrire à son frère, je vais essayer de dessiner le nord avec ce que j'ai appris avec les couleurs du sud. Et c'est pour ça que les peintures d'Auvers sont très différentes, les peintures de la fin de sa vie. Hein, donc on est en 1890, sont très différentes des peintures du Nord avant sa descente à Arles. Bon, alors essayons de reprendre notre café. Notre café de nuit. Alors, qui se souvient du café de nuit? Le fameux café de nuit. C'est la vie, c'est l'animation. Oui, et alors qu'est-ce qui s'anime dedans? C'est les personnages. Voilà, ils sont comment ces personnages? Jusqu'à là, vous pouvez faire homme politique. Il y en a plusieurs, il y a des couples. C'est vrai qu'il y en a plusieurs. Alors, il y a des couples. Il y a des couples. Il y a un. Il y en a. Qu'est-ce qu'il fait ce couple? Vous le voyez où, vous? Il se promène dans le café de nuit. Vous êtes sûr? Vous ne mettez pas votre main à couper. On n'est pas dans la rue. Le café de nuit, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur.
Alors si ça vous aide, au centre il y a un billard. Vous vous rappelez de ce tableau? Alors en haut il y a des lampes, des lustres, un peu étranges, l'un des quatre est étrange. Mais donc essayez de voir ce billard et il y a le propriétaire qui est à côté. On a un couple, on a aussi des amis qui boivent. Alors essayez d'imaginer qu'on est dans la salle. D'accord? On est dans la salle. Alors la salle, le billard est au centre. En bas, où on a notre cher libraire, il y a des amis qui boivent. Il n'y a pas de sous-entendu, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc l'un est endormi, comme monsieur, à côté du libraire. Non, il n'est pas endormi là, mais ils sont ensemble. Donc on pense en fait qu'ils ont bu. À droite, ici, là, au fond de la scène, on a deux personnages. Vous les voyez, ceux-là? Vous avez du mal, hein? Ça, là, ce que je suis en train de vous faire, je suis en train de vous faire un tableau auquel vous avez donné attention 40 secondes. Et là, je suis en train de vous rappeler que si vous étiez resté un peu plus, vous sauriez de quoi je parle. Alors moi, je vais continuer, bien sûr. Bon. Alors là, il y a un homme et une femme. Donc vous allez me dire, oui, mais ça ne nous aide pas, ça. Alors c'est vrai que ça ne nous aide pas, mais si je vous mets ça, alors ça, c'est au fond. Alors ça, c'est un agrandissement. Donc imaginez, vous voyez ça? Ça, c'est très grand ici. Là, c'est une table. En fait, c'est le poil. Ça, c'est pour vous rendre compte que c'est très grand. Ces personnages sont à peine esquissés. Alors, je les avais repérés en haut à droite. Et en fait, là, on les a agrandis. Et ce personnage ressemble au niveau de la coiffure à une arlésienne. Et celui-là ressemble à Vincent. Ben, c'est assez intéressant parce que si vous voyez là, si je vous montre là-bas le monsieur qui est là-bas, imaginons que ce soit, c'est vous le monsieur, voilà. Imaginons que ce soit Vincent Van Gogh. Il est en train de peindre, parce que vu la salle, il est forcément d'un côté ou de l'autre. Et en réalité, qu'est-ce qu'il a fait Vincent? Au lieu de se mettre là, il s'est mis ici. Il a mis à côté son ami, et on a l'impression qu'ils sont à l'écart, alors que c'est lui qui regarde. Alors c'est assez intéressant parce qu'il est placé de manière à pouvoir voir toute la salle. Mais en fait, c'est son miroir. Au-dessus, il y a un miroir. Les miroirs chez Vincent, on ne voit jamais. C'est des miroirs, comme on pourrait dire, des murs aveugles. C'est des miroirs aveugles. Donc, il n'y a pas de réflexion. Donc, on n'a pas le jeu qu'on fait habituellement quand on travaille. Alors, j'essaie de vous rappeler, j'en profite là. Vous voyez, vous avez, j'en profite ici pour vous parler de ça. Alors ça, c'est un blanc d'argent, vous voyez, jaune de nappe, ocre jaune, ocre rouge, ocre brûlé, terre de sienne, donc cobalt, bleu de Prusse, noir d'ivoire, vermillon. Alors ça, c'est la palette, sa palette, comme il l'a dessinée à son frère. Vous voyez, donc il n'y a pas besoin d'être un érudit dans le domaine de Vincent, il suffit de lire sa palette et de dire qu'il a ces préférences-là. On parle bien sûr d'une palette de base, puisque les couleurs vont être fabriquées ici, vous voyez. Bon, c'est assez intéressant, vous voyez sa tendance au niveau des ocres. 3 ocres. On va retrouver ça quand il va faire pour la première fois de sa vie, la dernière fois, de la gravure, où il va utiliser entre autres de l'ocre. Alors, de l'autre côté, en fait, vous avez d'autres personnages, comme je disais, là où il y a monsieur et notre libraire, qui sont accoudés. C'est assez intéressant sa façon de faire pour nous montrer, en fait, le café de nuit, ça représente ce qu'il considère comme le mal de la vie, donc toutes les possibilités, le jeu, la boisson, les femmes. Et en réalité, il a une vision très humaine parce qu'il fait partie du tableau. C'est pas un narrateur extérieur qui juge la société, il en fait partie. Il sait ce que c'est exactement aussi une fille du peuple, ça va être l'une de ses thématiques au niveau des tableaux. Alors, essayons de voir quelque chose d'autre, un peu plus simple, entre guillemets. Donc, une étude de pastel, je vais vous montrer, vous voyez là qu'il y a un personnage.
Alors, ce qui est assez intéressant chez Vincent, et qui, au départ, ça le désole, il dit « Décidément, je ne suis pas un paysagiste. Parce que j'ai toujours besoin de mettre un humain quelque part. Un homme, une femme, de loin. » Alors, en fait, on le voit, effectivement, dans très peu de tableaux, on n'a pas de personnage humain. Et en réalité, vers la fin de sa vie, il l'avoue à son frère que vraiment pour lui, ce qu'il voudrait vraiment devenir, qui se considère le plus important de tout dans le domaine de la peinture, c'est être portraitiste. C'est très simple. Puisqu'en fait, il aborde la peinture pour décrire l'homme. Alors, quoi de mieux que le portrait pour décrire l'homme, mais il ne va pas le faire au premier abord, il va le faire par la suite. C'est-à-dire qu'il va être obligé d'abord d'apprendre à dessiner les hommes, ensuite pour communiquer avec eux, parce qu'il a beaucoup de mal à communiquer avec eux, et ensuite pour avoir un dialogue, et finalement, pour nous, maintenant, il faut imaginer que les tableaux de Vincent Van Gogh, c'est la transcription de ce dialogue muet. Donc, n'essayez pas de voir ça comme un tableau, mais essayez de le voir plutôt comme la transcription d'un dialogue. Alors vous allez me dire, on ne comprend pas bien ce que vous voulez dire. C'est pas très clair. C'est très simple, je vais vous donner un exemple. Prenez une partition. Si vous n'êtes pas musicien, vous voyez des gribouillons sur une portée, ça n'a pas vraiment de sens. Vous avez du mal en fait à imaginer que cette partition représente du son. On est d'accord? En réalité, la masse chromatique est une sorte de partition pour Vincent qui nous permet, quand on comprend mieux sa peinture, d'entendre ce dialogue. Et c'est pour ça qu'en fait, les portraits de Vincent, surtout vers la fin, sont des portraits très humains, très expressifs. Il va travailler sur ce point aussi bien de façon pratique que théorique. Il va l'écrire d'ailleurs. Quand à Auvers, il va dire que la différence des portraits de l'époque, et surtout de ses portraits à lui par rapport aux anciens, c'est qu'il y a une expressivité. Le portrait, il y a une demande. Alors, il utilise des techniques comme on avait avant. Vous vous rappelez, dans le portrait, avant on avait le portrait de base. Donc, soyons clairs. Au départ, on avait juste le byzantin. Donc, un personnage sacré, un fond neutre, sans intérêt, que tout est sacralisé, c'est simplement le personnage. Petit à petit, au niveau de la Renaissance, on trouve l'intérêt à avoir un paysage derrière et le personnage. Et l'inventeur de ce qu'on appelle la storia, c'est Léonard de Vinci, c'est le premier qui va associer le personnage au paysage. Donc le paysage va raconter l'histoire du personnage. Donc on connaît cette thématique. Et on va mettre des objets qui vont caractériser le personnage. Alors par exemple, Vincent Van Gogh, quand il va dessiner son ami Pissarro, il va le dessiner avec derrière lui des estampes japonaises parce que cet ami aimait les collectionner. Il ne le fait pas juste pour faire des japonaiseries, ça a été un peu sa tendance à un moment. Quand il va dessiner le fameux docteur à Auvers, on va le voir sur cette table avec un livre, avec des fleurs. Ah, très important, surtout pour les femmes, les fleurs. Vincent dessine toujours les fleurs et il sait exactement ce que c'est. C'est-à-dire que s'il vous dessine un amandier, ce n'est pas un poirier. Il attache énormément d'importance. C'est quelque chose qui nous a appris. En tout cas, pour moi personnellement, ça a donné de l'importance. Il veut dessiner par exemple la fleur d'amandier. Il ne va pas faire une fleur qui ressemble à une fleur d'amandier. C'est-à-dire que si nous, on était tous spécialistes de fleurs et d'arbres, on pourrait reconnaître avec Vincent quel arbre c'est. Mais ce n'est pas une copie. C'est vraiment, il respecte parce qu'il considère en fait l'arbre comme un personnage vivant, humain, qui offre à un moment de l'année ses fleurs, un peu en don, et donc il veut les dessiner. Quand il va être à Auvers, il va dire que j'ai une rage de dessiner parce que la nature est en train de fleurir et il veut tout dessiner, il ne veut pas que ce soit perdu.
Donc c'est pas parce que d'un seul coup il a une commande avec des fleurs. Au niveau de ces commandes justement, qu'est-ce qui est important? Quand on édite un livre, on édite un livre parce qu'il doit être édité. Bon. Mais des fois on a des livres qui ont été édités de manière posthume. Et encore plus les carnets. Alors au niveau des échanges épistolaires, c'est tout à fait caractéristique. Vincent n'écrit pas pour que ça soit publié, encore moins qu'on fasse une édition. Donc c'est très réel. En réalité, c'est pareil pour sa peinture. Vincent n'écrit pas pour vendre, il peint pour donner. Très souvent dans sa correspondance, on va le voir écrire « J'ai donné le tableau machin, un truc, en échange ». Il va avoir beaucoup de tropes entre artistes. D'ailleurs, il avait souvent voulu avec son frère que les artistes se réunissent ensemble pour pouvoir faire une sorte de réseau qui lutte un peu contre l'emprise, disons, économique qui avait lieu sur le dos des artistes, avec des montées en enchères, des tableaux, de façon... S'il savait d'ailleurs ce qui s'est passé avec ces tableaux à lui, après sa mort, hein, il ferait des sons. Bon, ce que j'essaie de vous dire, c'est que sa vision est non seulement expressive, mais elle est caractéristique. Quand il va être à Paris, et on va voir, il va dessiner une vue de Paris, c'est la vue de Paris de sa chambre. Il n'essaie pas de le faire poser. Quand il va aller dans le jardin du Luxembourg, on peut même repérer à quel endroit il était pendant qu'il peignait. Ce n'est pas des choses modifiées. Disons, des artistes, disons, plus complexes auraient tendance à prendre différents morceaux, des arbres par exemple, et faire un assemblage pour donner l'impression que c'est plus beau. Lui, si à cet endroit-là, il y a des arbres qui sont moins beaux, eh bien, ils seront dans sa peinture, ils seront moins beaux. Ça ne le dérange pas, parce que ce qu'il veut, c'est voir, percevoir et faire reconnaître la réalité, donc la nature. Donc, dans ce sens-là, il nous aide beaucoup, parce que finalement, il nous avoue comment il voit le monde. Et ça, c'est très rare. Ça, c'est très rare. Je vois, par exemple, certains d'entre vous prennent des notes. C'est pas pour les publier. D'ailleurs, si on vous demandait de les publier, la première chose que vous feriez, c'est de les recorriger pour les renoter plus correctement. Et par exemple, faire des phrases parce que vous n'avez pas eu tout le goût, etc. Vincent, si on lui disait de ça, il dirait d'accord. Mais alors, il faut faire un facsimilé. C'est une autre approche. Et c'est vraiment sa vision. Alors c'est pour ça que ce qui nous touche, par exemple, dans les cyprès de Vincent, vous voyez, c'est fort. Le cyprès normal, vous en connaissez bien les cyprès. C'est droit. Chez Vincent, le cyprès n'est pas droit. Même le cyprès n'est pas droit. En fait, c'est un assemblage de volutes qui, de loin, semble quelque chose de droit. En réalité, un cyprès, c'est pas très faux. Parce qu'il faut vraiment prendre un cyprès sucette pour que ça soit très droit. Les autres, ils ne sont pas si droits que ça, ils sont même assez gros. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est l'approche et sa différence au niveau des cyprès par rapport aux autres, mais de toute une série d'arbres. C'est-à-dire que, pour des bouleaux, il fait vraiment un travail sur le tronc. On le voit, c'est important pour lui, ce qui va caractériser. Au niveau des peupliers, il va travailler sur les feuilles, la hauteur. Ça va vous faire des courbures comme ça. Donc, ces courbures, ces doigts qui montrent vers le ciel, permettent en fait à Vincent de caractériser le tableau. On sait à quel endroit on est, et ça c'est très important, parce qu'il se repère par rapport aux arbres. Alors, je ne sais pas, vous allez me dire pourquoi vous donnez tant d'importance à ça. C'est très simple. Je vais vous donner un exemple. Essayez d'imaginer un paysage comme ça. Un paysage réel. Essayez de vous rappeler d'un paysage. Bon. Il y a des poteaux dans votre paysage? Si je vous impose qu'il n'y ait pas de poteaux dans vos paysages, rien.
ni téléphonique, rien du tout, ni EDF. Si vous avez pris un paysage réel, vous commencez à le centrer. Alors là, vous dites, ah, j'ai pas le droit de ça, moi, je le rebouge, je le rebouge. Finalement, si j'insiste vraiment, vous allez finir dans le désert, quoi. Alors, reprenons maintenant le point de vue de Vincent. À cette époque-là, c'est pas si développé que ça. On n'a pas des poteaux, des trucs, des lignes de haute tension partout. Qu'est-ce qui se passe? Comment on se repère dans la nature? Les arbres. Les arbres. Les arbres, pour le peintre, c'est le GPS de l'époque. Vous voyez, vous n'allez pas vous reconnaître avec des champs. Ils ressemblent tous à une certaine hauteur. Bon. Mais ça, c'est intéressant aussi, même le champ. Vous allez me dire, une fois que vous avez repéré les arbres, vous savez où ils sont. Donc, vous savez en fait votre point de vue. Le problème, c'est que vous ne savez pas forcément votre hauteur. Alors, Vincent, il a une façon de faire. Je ne sais pas si on l'a. Peu importe, je vous le dis quand même de façon orale. Il a une façon de faire, c'est qu'il va vous dessiner par exemple votre fusain, ce qui dessine au fusain, c'est fait avec quel bois? C'est du bois. C'est? Non, non, c'est pas du charbon de bois, enfin n'importe quel charbon de bois. Si c'est du charbon de bois, ça appartient à un bois. Alors quel bois? Le charbon de bois. Non, madame se gratte la tête. Tout à l'heure, elle s'était enlevé les lunettes, maintenant, elle se dit... Mais le fusain, c'est pas un bois. Non. Le fusain, en fait, il est fabriqué en saule. C'est du saule, souvent du saule. C'est intéressant. Je vais vous donner des exemples. Bon, imaginez que vous ayez un morceau de saule, d'accord? Avec ça, je vais dessiner. Donc c'est du bois, c'est quelque chose qui est vivant en réalité. Quand vous prenez vos pinceaux, c'est en fait avec des poils naturels. Si vous êtes en peinture à l'huile avec des soies qui ne sont pas naturelles, c'est votre problème. Pas le problème de votre tableau, de toute façon, il ne s'achètera pas. Alors, quelle est l'importance? Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous dessinez vos soies, avec vos soies, vous imaginez en fait que c'est un cadeau de l'animal? Ah, vous avez tort. Parce que ça se perd, les poils, de toute manière. Ah oui, ça restera toi. Alors, qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est que même les outils du peintre appartiennent au monde animal et végétal. Alors, à un moment, on voit des saules. En fait, il dessine des saules têtards. Bien, on les voit, alors vous avez des arbres assez... on dirait en fait que c'est des immenses fusains. Bon. Pas de feuilles, rien. Et puis vous avez un champ devant. C'est assez intéressant parce que vous avez en fait des morceaux de tiges, d'herbes, qui vont au-dessus, qui passent par-dessus. Et en réalité, ça vous donne la hauteur. Vous savez en fait à quelle hauteur il dessine. Vous voyez, c'est comme pour les cinéastes. Il y a un cinéaste fameux japonais qui dessinait toujours, il dessinait, il filmait, mais on dit aussi dessine des fois, mais bon, peu importe, à la hauteur d'un homme assis. Pourquoi? Parce que chez les Japonais, c'est très important que vous soyez assis. Ça vous donne une certaine hauteur. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont très différentes à cette hauteur. Chez Vincent aussi, c'est important à quel endroit il se met. Par exemple, quand il dessine un paysage, Vincent place très souvent le point de fuite, imaginons que ce soit un tableau, ça, il le place très haut. Ça vous donne une immense champ de vision, une immense perspective, il ne le place pas bas, sa perspective. Hein? Donc souvent très haut. Et avec ça, ça vous donne en fait l'équivalent d'un grand angle, si vous voulez. Vous pouvez le voir ici. Là, c'est un demi. Vous voyez? Donc ça, c'est à moitié, quasiment. Ça, imaginez maintenant, vous le mettez tout en haut, aux 3/4.
Vous vous rappelez, au niveau des photos, on travaille toujours sur 1/3, 2/3, ou 1/3, ou 2/3, 1/3. Là, imaginons qu'il se met toujours sur 3/4, 1/4. Alors, quel est l'avantage de ça? C'est cette vision grande lui permet de travailler beaucoup sur la terre. Il travaille beaucoup sur les champs, la différence de champs. Et ce qui est caractéristique aussi chez Vincent, et vous le remarquerez quand vous ferez plus de 60 secondes, c'est la richesse des vers. Il a énormément de vers. On a toute une gamme de vers, mais retenez bien ce que je vais vous dire. Ça, c'est des vers que moi, je pourrais vous citer comme un catalogue, parce que c'est des vers qu'on peut même acheter. À l'époque, il n'y a pas tous ces vers. Donc, c'est vraiment un travail de l'artiste de travailler dans le verre. Parce qu'attention, hein, vous ne pouvez pas simplement utiliser la tonalité. Alors, c'était très beau. À un moment, il décrivait une difficulté qu'il avait. Il voulait dessiner, écoutez bien ce que je vais vous dire, un champ de blé, mais à la période où il est vert. Et il voulait en fait qu'il écrit avec son frère. Il est mort de rire à l'intérieur. Mais c'est bien, moi ça me fait plaisir. Alors, il voulait dessiner en fait, imaginez donc un tableau assez grand comme ça. Il veut dessiner les tiges de blé vert, et il disait que la difficulté c'est que quasiment tout est vert. Alors comment travailler? Parce que évidemment au niveau des manuels, hein, vous lisez un manuel, on vous dit voilà, vous mettez ça, le complémentaire, mais il dit là il n'y a pas de complémentaire, il dit tout seul le vert. Il n'y a que du vert sur du vert. Et dans ce vert-là, il disait qu'on avait la difficulté aussi avec cette sorte de poudre. Vous avez déjà vu un champ de blé? Il y a une sorte de poudre au-dessus du champ de blé. Et ça, il voulait le montrer aussi. Et il disait justement que c'est pas commode, c'est son expression, c'est pas commode ce vert. À son frère. Alors, avec qui il prenait, vous vous rappelez, il lui donnait ses 50 euros. Ses 50 francs à l'époque. Mais c'était quasiment 50 euros à l'époque. 50 francs, hein, c'était énorme. Il faut bien vous rendre compte. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est aussi au niveau du ciel. Les ciels paraissent très tourmentés chez Vincent. Alors, ne faites pas ces analyses de psy dessous. C'est pas les ciels qui sont tourmentés chez Vincent. C'est tout le tableau. Simplement dans le ciel, ça se voit. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Parce qu'en fait, on voudrait avoir, vous voyez, regardez là ce ciel-là, celui-là, à côté des cyprès, celui-là. On voudrait avoir des nuages normaux, quoi. Un truc qui moutonne. Un vrai nuage, quoi. Comme dans la vie de tous les jours. Et en fait, les nuages de Vincent, ils ne sont jamais vraiment des vrais nuages. On se demande bien où il les voyait, ces nuages. Et en réalité, c'est l'ensemble, parce que, évidemment, je vous ai attiré sur les nuages, d'accord? Mais si vous regardez la tonalité des bleus, ici, là. Bon, d'abord, vous comptez combien de bleus? Bon, je ne demande pas à monsieur spécialiste du vert, parce que je sais qu'il est bleu, dans le vert. Alors là, en fait, vous avez 7 bleus différents. Pourtant, en fait, on est en pastel. Alors vous imaginez, en peinture à l'huile, les variantes sont quasiment infinies au niveau du mix. Mais donc, on va faire attention à ce qu'on voit vite. En réalité, tout le tableau, au niveau de la terre, là, combien de couleurs on a différentes? Dans le cyprès, combien de couleurs on a différentes? Si vous faites la somme de ces couleurs, vous allez vous rendre compte que c'est un nombre fantastique. Et si vous vous rendez compte qu'à l'époque on les fabriquait et qu'il est sur son chevalet et qu'il est dans la nature avec ses coupelles, vous comprenez ensuite pourquoi tout simplement dans sa correspondance il dit « j'avais du mal à faire mes couleurs ». Donc il y a beaucoup de choses en fait chez Vincent qui s'expliquent par l'aspect pratique. C'est pour ça que je pense, c'est horrible à le dire comme ça mais autant le dire, ne lisez pas les critiques qui ne peignent pas sur Vincent. Parce que les critiques qui ne peignent pas, c'est facile avec des gens qui peignent dès le départ. Mais Vincent apprend à peindre. Donc il a beaucoup de problèmes techniques. Par exemple, Vincent avait beaucoup de mal avec la perspective. Il a utilisé le cadre de Dürer
Alors après, on raconte ces inepties que c'est parce que son ambiance psychologique, c'est pour ça que les maisons étaient tordues. C'est pas tordu du tout, il ne savait pas les faire droites. Donc c'est simple, quoi. Et celui qui pense que c'est tordu comme raisonnement, il suffit qu'il lise. Il utilise le tableau de Dürer avec des fils tendus à l'intérieur, un peu comme les grilles que vous voyez au bord, pour avoir une perspective et avoir des morceaux où il arrive un peu à se repérer. Il avait énormément du mal parce que, souvenez-vous, la perspective, c'est difficile. Il y en a qui l'ont de façon directe, et il y en a qui l'apprennent. Et n'oubliez pas que si la perspective était si facile que ça, on n'aurait pas attendu la Renaissance pour créer la perspective. Dans la peinture, je parle, parce qu'en architecture c'est différent, parce qu'on a des volumes, on les voit. Mais dans la peinture, pourquoi on a attendu 15 siècles? Parce que c'est pas du tout évident. Et en réalité, pour Vincent, c'était pas évident. C'est un des grands spécialistes dans la peinture du chromatisme, parce que la couleur, c'est quelque chose d'immédiat. Quand on voit par exemple l'équivalent de son autoportrait ici, si vous réfléchissez au niveau de sa tête, c'est simplement des taches qui vont de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un assemblage de taches, sa tête. Donc il va utiliser habilement aussi bien ses cheveux. Donc ses cheveux vont faire une rupture entre le blanc, il va réappuyer du blanc sur le front, et les cheveux vont partir vers le bleu. Donc on va avoir cette tendance verte, et par en dessous, on va avoir sa barbe qui va faire le rebord, et avec la liaison avec le cou. Et si vous coupez la tête là, et si vous enlevez la partie basse, et vous imaginez juste la tête, en réalité, c'est un point d'éclairage en bleu. Et on a d'autres tableaux de Vincent, on voit vraiment qu'il va utiliser quasiment des pigments purs qui partent de l'intérieur vers l'extérieur, comme des taches, comme ça. On a un autoportrait avec, je prends exprès comme exemple l'autoportrait pour pas que vous imaginez qu'il essaye d'autre chose et c'est pour ça qu'il le fait de cette manière. Non, c'est vraiment lui. Et on a un autoportrait où il a son chapeau de paille et on voit très nettement ces traits qui partent comme ça, de partout par rapport aux yeux. Donc c'est assez intéressant parce que c'est des traits qui partent et qui nous font venir. Donc moi ça me rappelle, vous savez les caractéristiques des femmes quand elles sont dans leur maison. Bon, vous êtes en train de manger par exemple, et une femme se lève et part. Et ce qu'elle dit, c'est « je reviens ». Vous voyez? Ça c'est très caractéristique. En fait, on retrouve ça chez Vincent. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous ces traits qui partent, et immanquablement, vous êtes obligé d'aller vers ses yeux. C'est-à-dire que vous avez du mal à le regarder par le bas. Parce que chaque fois que vous regardez ailleurs, ces traits qui partent convergent à l'envers vers le même endroit, et c'est ses yeux. Et donc, il vous accroche le regard, mais il vous accroche le regard pas en trichant. En réalité, lui, il montre dans son tableau comment il voit le monde. Et vous, en regardant comment il voit le monde, vous le voyez lui. Donc, c'est une preuve en fait que c'est l'œuvre qui crée l'être et pas l'être qui crée l'œuvre. Vous apprenez Vincent Van Gogh à partir de sa peinture. D'ailleurs, vous n'avez pas accès à lui. Mais soyez honnête, il y a beaucoup de peintres auxquels vous auriez accès. Mais vous ne leur posez aucune question. La peinture, c'est un système projectif. Donc on a un espace mental qui se projette sur une surface, qui caractérise cet espace mental ou pas. Si c'est à la manière d'eux, ça ne le caractérise pas. Si c'est à sa façon, à lui, oui. Et on regarde ça. Souvent on se contente de ça. Est-ce qu'on ne fait pas la même chose avec les écrivains? Donc, le problème c'est que là on n'a plus le choix. En réalité, Vincent, il aurait eu beaucoup de mal à parler de sa peinture, comme d'autres peintres d'ailleurs. Mais en réalité, comme d'autres écrivains. Simplement, à notre époque, je ne sais pas si vous avez remarqué, on fait de plus en plus parler les peintres, on fait de plus en plus parler les écrivains, alors qu'en fait, leur fonction intrinsèque, ce n'est pas de parler, c'est de peindre et d'écrire. Donc en réalité, c'est de faire un travail seul. Pour tous, mais seul. Et souvent, on leur demande d'être pour tous, et ils sont de nouveau seuls.
Parce que quand le journaliste vous pose des questions qui sont d'une ineptie quand même grandiose, hein, et que vous êtes obligé de répondre, parce que si vous ne répondez pas, d'abord tous les journalistes ne sont pas du type, vous rappelez Bernard Pivot qui quand même, lui, lisait les livres quand même. Vous avez maintenant des journalistes qui ne lisent même pas votre livre, mais qui vous posent quand même une question. Et comme vous n'osez pas faire le coup de Georges Marchais en leur disant « vous avez vos questions, moi j'ai mes réponses », vous êtes obligé de répondre. Et en plus, vous êtes obligé de répondre bien parce que on vous dit, votre maison, votre éditeur vous dit que si vous faites quand même la télé, vous allez vendre mieux. C'est quand même pathétique, parce que comme ça, on a vu aussi bien des peintres et des écrivains qui ne valent rien, mais qui savent parler. Et d'autres qui ne savent pas parler, eh bien, il faut de nouveau les découvrir grâce à leurs œuvres. La différence, justement, par rapport à Vincent, c'est qu'il fallait le découvrir. Vincent va rencontrer Monticelli, qu'il admire. Ils ne vont pas pouvoir se parler. Monticelli ne va pas comprendre ce qu'il lui pose comme question. Vincent va trouver qu'il lui répond de façon très floue, alors que lui posait... Attention, hein, attention à ce que je vous dis. Vincent, avec son frère Théo, ils vont décider d'éditer Monticelli. D'accord? De l'éditer, de faire un livre avec des gravures. Et il existe. Hein? Ça existe, ça a marché. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il était vraiment sensible à ça. Et il voulait vraiment lui poser des questions, et l'autre lui répondait comme s'il avait un client. Sans se rendre compte que c'était Vincent, parce que Vincent était beaucoup plus jeune. Il avait 25 ans. Donc il avait quasiment papa. Hein? Il avait quelques trucs de lui, tout seul. Hein? N'oubliez pas, 25 ans, il meurt à 37. Donc sa peinture, c'est 10 ans. C'est 10 ans parce que là, à ce moment-là, il est simplement en tant qu'éditeur. Donc, je reprends mon exemple avec notre cher libraire. C'est comme si vous aviez, vous, écrit un livre sur un autre écrivain. Vous décidez en fait de l'éditer, mais il ne voit en vous que le libraire. Alors, il ne vous parle pas du tout comme un collègue écrivain, et vous lui demandez des trucs d'écrivain, comment il a écrit cette scène, à quoi il a pensé. Et lui, en fait, il vous répond, voilà, je voudrais en folio, je voudrais du papier velin. Bien, mais pourquoi pas chiffon? Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne vous parle pas. Et là, c'est pareil, on n'a pas pu communiquer. Alors, ce que je voudrais, c'est, si c'était possible, c'est si vous revoyez, je sais bien, ça sonne un peu comme dans Le Petit Prince, mais ça fait rien, je le dis, je n'ai pas honte. C'est pareil, je vais vous poser une question très simple. Quand vous voyez un enfant, vous lui posez quoi comme question? En général, vous lui posez 3 questions. Bien, 1 point pour madame. Quel âge as-tu? 2 points pour madame. Et la question qui tue. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais non, vous allez trop vite. Ça, c'est la 4e. Non, vous lui dites en fait. Non, voilà, ça rejoint l'école. Donc, dans quelle classe tu es? D'accord. Ah oui, vous avez oublié ça. Ça se fait pas, ça. Alors, on va essayer d'analyser entre nous, hein, puisqu'on est qu'entre nous. Première question. Vous lui dites, comment tu t'appelles? Il ne l'a pas choisi. Non, ça ne le caractérise pas. Deuxième question, vous lui dites quel âge? Alors là, ça c'est sûr qu'il ne l'a pas choisi. Ça ne le caractérise pas. À quelle classe il va? Ben, c'est pareil, ça ne le caractérise pas. Donc en fait, vous avez posé à un gamin qui est vraiment un petit homme 3 questions totalement sociales qui ne le concernent pas. C'est vraiment 3-0. C'est fort quand même, non? Et justement, dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, il vous dit, mais pourquoi on ne leur demande pas quelles sont leurs couleurs préférées, quelles fleurs ils aiment, etc. Des questions comme ça. En fait, ce que je voudrais, c'est, quand vous regarderez de nouveau un tableau de Vincent van Gogh, dites-vous bien que c'était quand même dans son domaine un petit prince et qu'il avait besoin d'autres questions. Alors, je sais bien que vous allez faire ça en 45 secondes, jusqu'à 1 minute, mais dites-vous bien, est-ce que ça ne vaut pas le coup à un moment que je reste un peu plus devant ce tableau et me dire quelles sont les difficultés qu'il a surpassées
Et pourquoi il a dessiné ce tableau et pas le paysage qui était juste à côté. Voilà. Donc, l'idée de la conférence, c'était de vous faire perdre un peu de temps